Marc Abélez, bonjour. Bonjour. Nous sommes contents de vous accueillir dans nos plateaux de Figaro Live. Alors, anthropologue, vous avez publié plusieurs ouvrages portant sur l'étude ethnologique de sujets très très divers. Le département français, la Silicon Valley, les nouveaux riches. Et cette fois, vous faites paraître chez Odile Jacob un ethnologue au pays du luxe. Pourquoi avoir choisi ce thème ? Parce que je pense que le luxe, c'est un phénomène universel, extrêmement important. On a tendance souvent à prendre ça un petit peu à la légère, mais en réalité, toutes les sociétés ont besoin en fait, du luxe. Le luxe, c'est ce qui permet de se séparer un peu des besoins immédiats pour aller voir un peu plus loin, pour chercher autre chose. Le luxe, c'est ce qui fait rêver. Le luxe, c'est ce qui est aussi un symbole de fortune, de richesse. Et ça a toujours été le cas. Et je pensais que c'était intéressant de reprendre un peu cette question et de l'approfondir. Alors aujourd'hui, cette illustration du luxe, on le voit, il y a le Festival de Cannes où on voit des robes absolument somptueuses. Samedi, il y aura la célébration du mariage à Londres du prince Henry avec Meghan Markle. Là, on voit que le grand public a vraiment besoin de cette notion de luxe. Pourquoi toujours ce faste, toujours plus beau, toujours plus riche? Pourquoi? Je crois que là, on a affaire quand même à une forme de spectacle. Oui. Et un spectacle qui est d'autant plus important qu'aujourd'hui, on vit des moments extrêmement difficiles avec les attentats, avec la tension qu'on trouve un peu partout. Et je crois que c'est un moyen aussi pour les gens de rêver à autre chose. Je crois que là aussi, on retrouve cette dimension du rêve qui n'est évidemment pas accessible au commun des mortels, puisque ça s'adresse justement, le luxe s'adresse quand même à des gens qui ont les moyens de se le procurer. Mais en même temps, c'est un beau spectacle. Et c'est vrai que ces images des robes sont presque aussi importantes maintenant que les images des stars elles-mêmes. Ça m'a frappé, différentes... Je prends un cas, c'est Amber Heard, une actrice qui s'est promenée sur le tapis rouge, Oui. qui a monté les marches, etc. Oui. Et qui tout d'un coup s'est arrêtée, qui a d'ailleurs un peu bloqué la foule et qui avait une robe absolument merveilleuse. Et je pense que toutes les photos, y compris d'ailleurs dans le Figaro, j'ai vu des photos magnifiques de cette robe. Je ne sais pas si tout le monde connaît cette star, mais par contre, voilà. Elle avait une robe de quelle couleur? Elle avait une robe avec différents coloris, très printanière, et qui justement dégageait une idée de bonheur quelque part. Oui, oui. Alors justement, quand on achète un objet de luxe, qu'est-ce que ça révèle de soi? Je pense que quand on achète un objet de luxe, ça révèle quelque chose aux autres et aussi quelque chose à soi-même. Quelque chose aux autres parce que c'est aussi un moyen de montrer qu'on est en mesure de s'acheter tel ou tel sac Vuitton, etc. Donc on a des moyens, c'est un aspect ostentation. Et puis à soi-même, je pense que c'est pour beaucoup de gens une manière de transgresser un peu. C'est-à-dire de se dire, oui, bien sûr, j'en ai pas vraiment besoin, je fais une petite folie. Et c'est un moyen aussi pour soi-même de se... C'est un peu subversif, oui, enfin, on transgresse, oui, vous l'avez dit. de transgresser et de s'offrir aussi une forme de bonheur. Alors, vous rappelez que le mot luxe en latin luxus, donc c'est à la fois ce faste, tout ce qui est somptueux, et en même temps un côté débauche, intempérance. Quel est le rôle qu'a joué le luxe à travers les âges? Alors, c'est difficile de vous demander d'y répondre en quelques minutes, mais votre livre porte quand même beaucoup là-dessus. Essayez de nous résumer ça. Je pense que le luxe a d'abord été un moyen de distinguer en fait ceux qui étaient des classes supérieures et ceux qui étaient des milieux du commun. Donc il y a eu cet aspect distinction du luxe, mais il y a eu quelque chose d'important, c'est que le luxe a aussi participé au développement de l'économie. C'est-à-dire que le fait de produire des produits de luxe, notamment au XVIIe, XVIIIe siècle, ça a tout à coup créé des ateliers, ça a tout à coup créé des maisons des entreprises, etc. Et puis aussi, le luxe a une dimension toujours internationale. C'est-à-dire que dès le XVIIIe siècle ou le XVIIe siècle, on a du luxe chinois, on a toutes ces choses qui circulent en fait entre des endroits différents du monde. Donc il y a un côté un peu cosmopolite, je dirais, dans le luxe qui est très, très important. Effectivement, on voit souvent dans les musées ces cadeaux absolument magnifiques qu'on se faisait de cours à cours. Oui. Voilà. Alors, vous le dites, donc il y a ce phénomène de capitalisme et de globalisation. Comment expliquer que les Chinois aient un tel goût pour le luxe? Je pense que les Chinois ont vécu quand même
d'abord très longtemps dans une très grande civilisation, que le luxe n'est pas du tout une nouveauté pour les Chinois. Là, mais en revanche, il y a eu un moment où tout s'est arrêté. Il y a eu toute cette période de la révolution culturelle. Enfin, je vous coupe, au cours de l'histoire, c'était une certaine classe qui aimait le luxe. Oui, mais là aussi, voilà. J'allais dire, ce sont... Alors je vais peut-être donner un petit exemple. C'est-à-dire que à partir dans l'après-révolution culturelle, il y a eu tout d'un coup un besoin de s'épanouir, de s'ouvrir à quelque chose. Et le luxe, c'est une forme d'ouverture au monde. Et puis, la différence, effectivement, avec le luxe dont vous parliez, le luxe traditionnel réservé vraiment à des gens qui avaient des statuts, des classes, etc., très particulières. Au contraire, le luxe est quelque chose qui est maintenant montré comme une sorte de spectacle à toute la population et qui crée aussi un désir presque de se retrouver une nouvelle identité dans ce luxe, de s'épanouir dans ce luxe, et la réussite sociale étant associée justement à une certaine idée du luxe. Ça, c'est neuf. Ouais. Et alors, vous montrez justement que ça change un peu les rapports culturels quand même. Comment dire, en achetant des produits de luxe occidentaux. Oui. Le caractère chinois change un peu. Enfin, oui, ça a un impact. Tout à fait. Il y a, en tout cas, dans la période récente où il y a eu un énorme phénomène d'enrichissement, c'est vrai que ça a un impact parce que les gens achetaient des produits occidentaux déjà et en plus achetaient à peu près tous le même genre de choses dans les boutiques Prada, Vuitton, etc., les Ferrari, enfin bref, il y avait quand même une espèce aussi d'uniformisation du luxe et une précipitation dans la volonté de consommer. C'était un luxe de consommation. Alors qu'il me semble qu'aujourd'hui, les choses évoluent en Chine. C'est-à-dire que maintenant, il y a un luxe beaucoup plus intérieur qui joue. C'est-à-dire qu'on essaye de se trouver des expériences qui représentent ce luxe. Je veux dire, par exemple, des expériences intérieures. Je connais des Chinois, si vous voulez, qui s'offrent un lama. Un lama, c'est un prêtre, c'est un chaman. Donc, et ils financent, ils donnent beaucoup d'argent pour que le lama leur communique et les éduque à une expérience intérieure. Et c'est considéré pour eux comme un peu se substituant un côté beaucoup plus, je dirais, épuré, un peu idéaliste du luxe, mais quelque chose qui est réservé à l'élite, qui est l'apanage de l'élite. Donc on retrouve aussi cette façon-là. Mais qui se détache du matériel. Mais qui se détache, oui. Il y a un besoin, il y a une espèce de nouvelle atmosphère qui fait que, d'autant que, bon, on peut parler aussi de la lutte contre la corruption, qui fait qu'on ne peut plus, comme autrefois, exposer, ça c'est très important. Le luxe, il est présent, mais en même temps, il n'est plus aussi ostentatoire. Si vous voulez. Les gens avant, les gens très riches aimaient bien montrer leurs montres ou des accessoires comme ça. Là, c'est plus tout à fait la même chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une consommation... C'est plus sobre. Oui, voilà, c'est ça. Alors, on voit un autre phénomène que vous décrivez dans votre livre, c'est cette alliance entre l'art et le luxe, ce regroupement. Finalement, qui a le plus à gagner là-dedans ? Enfin, bon, on l'a vu avec la Fondation Vuitton, avec les musées d'art contemporain, on voit ce cheminement. Je pense que les firmes de luxe ont beaucoup à gagner dans le sens d'un développement de quelque chose d'une image de créativité. Donc développer une image de créativité, montrer qu'on n'est pas seulement des artisans, etc., mais qu'on est aussi des sortes de mécènes et qu'autour, il y a toute une nébuleuse de gens qui travaillent même directement, par exemple Jeff Koons, par exemple Murakami, pour des sacs. Et ça devient quand même un objectif d'associer complètement des vrais créateurs au développement du luxe. Et par ailleurs, c'est un peu gagnant-gagnant parce que les artistes aussi, bah oui, c'est-à-dire que pour les artistes qui font partie évidemment de cette sorte de configuration, etc. Donc ceux-là ils vendent une marque, ça devient une marque. C'est-à-dire qu'il y a et ça c'est une question qui est dans le monde de l'art de plus en plus posée. C'est la transformation d'un nom, d'une signature en une sorte de marque qu'on va retrouver à grande échelle. On arrive à du marketing. Et alors c'est ça. Ça pollue un peu. Voilà. C'est l'un des gros dangers aujourd'hui avec le développement de cette espèce d'association un peu incestueuse entre l'art et le luxe, qui a toujours eu une demande aux artistes de la part de ceux qui faisaient le luxe, c'est une chose, mais là maintenant on arrive peut-être à un point de... Alors, il y a une autre menace, je dirais, pour le luxe. Vous parlez de cette massification. Le luxe, on le trouve partout, dans les galeries marchandes, on voit les foires, les fiacs, etc. Vous parlez même de populuxe.
est-ce que ce n'est pas antinomique avec la notion même de luxe qui est finalement la rareté? Oui, c'est certainement quelque chose qui est caractéristique, je pense, des dernières années. C'est cette façon de vouloir montrer en permanence cette rareté au peuple. Et en même temps, le peuple ne peut pas se l'approprier, donc ça reste dans une certaine mesure assez rare. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui n'est pas très, très net, disons, dans ce jeu permanent entre le populaire et le luxe. Et là, on revient un peu à ces images du Festival de Cannes et tout ce qu'on donne à voir, disons, du luxe, comme si le luxe ne pouvait plus être autrement que perpétuellement validé par une sorte de regard populaire et de gens qui, en fait, n'y ont pas vraiment accès. Sans pouvoir y toucher. Oui, voilà, c'est ça. Oui. C'est ça. Alors, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure en disant que avec les attentats, il y a un regain. Enfin, on a besoin de ce faste, de ce côté somptueux. Est-ce que il y a des statistiques qui prouvent que malheureusement, depuis quelques années, enfin malheureusement à cause des attentats, le luxe s'accroît. Enfin, le chiffre d'affaires croît. Oui, il y a une croissance. En raison de cela. Alors, en raison de cela, c'est difficile de faire. Il n'y a pas eu, à ma connaissance, des statistiques mettant en corrélation. Mais c'est vrai que ces dernières années, il y a eu une incroyable croissance des chiffres d'affaires. On est dans des zones qui peuvent aller au minimum de 6%, 6% de croissance, ce qui est considérable aujourd'hui. Et puis, pour certaines maisons, on est à 12%, à 25% en une année. C'est énorme. Alors, on peut l'interpréter comme ça. On peut aussi l'interpréter comme le fait que avec l'ouverture des pays comme la Chine, c'est évident que les choses ont basculé et qu'il y a une demande, ne serait-ce que parce qu'il y a je ne sais combien de Chinois qui n'achèteront pas tous du luxe. Qui n'achèteront pas tous du luxe, mais il y a quand même au moins 1 million de millionnaires en Chine. Donc, voyez. Quel est l'avenir du luxe demain? Alors ça, c'est une question complexe et c'est un peu aussi le sens de ce livre. C'est une interrogation. C'est-à-dire qu'à force, effectivement, de se développer, est-ce que le luxe ne va pas se vulgariser, se trivialiser et perdre ce côté à la fois un peu transgressif, ce côté rareté, ce côté superfluité qui le caractérisait? Comment le luxe va-t-il retomber sur ses pieds? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on n'aura pas, et en plus avec les modes de vente sur Internet, des produits, etc., on ne va pas tomber justement dans une espèce de marasme du luxe qui perdra en fait ce qui faisait ça, et notamment pour des pays comme la France, des pays européens qui sont quand même un peu les temples du luxe. Là, on sent que beaucoup de firmes de luxe adoptent d'ailleurs des stratégies. Par exemple, on parle aujourd'hui d'un luxe durable, d'un luxe soutenable en se référant à l'écologie, une sorte d'éthique, un luxe responsable, etc. Donc il y a un essai de trouver, je dirais, des formules. C'est quoi exactement un produit de luxe éthique? Un produit de luxe éthique, ça peut être quand vous avez par exemple des tissus, des produits de mode, vous utilisez certains tissus, vous ne touchez pas à certains animaux, enfin vous voyez, il y a toute une série de choses qu'on peut bien respecter la planète. Voilà, respecter la planète et bien sûr l'afficher, parce que c'est ça finalement l'essentiel. Très bien, écoutez, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce sujet du luxe et à bientôt. Au revoir. Merci à vous.